Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 27 novembre et évidemment pour ouvrir le journal du jour, nous allons parler du match entre le Paris Saint-Germain et Tottenham, une rencontre XXL de la part de Vitinha, le véritable patron du milieu de terrain du Paris Saint-Germain et franchement ça mérite bien des louanges. On parlera également du match de l'AS Monaco qui lui a été extrêmement décevant et franchement c'est une douche froide pour moi, j'ai pas d'autres mots. On évoquera le quadruplé de Kylian Mbappé et plus globalement le match du Real Madrid et l'énorme performance d'Arsenal qu'il va pas falloir galvauder parce que les Gunners sont dans une grande forme. Le journal se clôturera avec un petit point qu'est-ce qu'il devient lui et on parlera de Thomas Lemar. Donc installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Qui peut s'asseoir à la table de Vitinha? Face à Tottenham, il sera un match absolument fabuleux, de quoi rappeler que c'est le patron du Paris Saint-Germain, mais même en termes de hiérarchie des milieux de terrain, aujourd'hui, qui est au niveau de Vitinha? Pour moi, le Portugais est tout simplement, au moment où j'enregistre cette vidéo, le meilleur milieu de terrain du monde. Voici les compos qui étaient alignés pour ce PSG Tottenham, et t'avais besoin d'un grand Vitinha, parce que finalement, ça a été un match extrêmement disputé, et je vous dis pas ma gueule au moment où Richarlison a ouvert le score, parce que j'ai un gros passif avec Richarlison, je l'ai beaucoup vanné, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il met un but, on mentionne sur les réseaux sociaux. Et bien franchement, là, j'ai cru que ça allait être le bourreau de l'équipe française. Je tiens à dire qu'il fait un match plutôt intéressant, même s'il a été éclipsé du côté des Spurs par Kolo Muani, qui est double buteur, qui est passeur, qui signe pas un match d'une grande propreté technique, mais qui remplit parfaitement son office d'attaquant qui est censé faire la différence. Mais du côté du Paris Saint-Germain, l'homme qui a fait la différence, c'est bien évidemment Vitinha, un triplé avec 2 frappes lointaines fabuleuses et un penalty, et ces frappes sont un véritable atout pour le Paris Saint-Germain, il faut le souligner parce que tu as longtemps eu des milieux qui étaient dans l'incapacité totale de marquer le moindre but. Et bien ici tu te rends compte avec João Neves, avec Vitinha, que tu as des mecs qui sont là pour faire les différences, et en plus le match du Portugais il pourrait être excellent même s'il se résumait à ses buts, mais c'est pas le cas. Il est vraiment au cœur du jeu du Paris Saint-Germain, il est tout le temps recherché dans les circuits de passe, il est d'une propreté absolument fabuleuse et franchement il a incarné le danger et la fiabilité, j'ai pas d'autres mots. Et le Paris Saint-Germain avait bien besoin de ça parce que sinon c'est pas un match que j'ai trouvé fondamentalement abouti. Alors évidemment t'as des sujets défensifs, toujours un Chevalier qui m'inquiète un petit peu, tu prends quand même 3 buts au cours de cette rencontre, t'as un Lucas Hernandez qui se fait expulser de manière complètement débile en fin de rencontre, lui qui a remplacé un Nuno Mendes qui est sorti pour blessure, Barcola devant, franchement je me dis que ça commence à faire quelques matchs qu'il est en perdition alors qu'avec les absents il a l'occasion de faire ses preuves, et puis en pointe t'avais aligné un jeune, alors je vais pas être trop sévère sur lui mais franchement John Tou, il a fait un match de jeune, on va dire ça comme ça, donc c'est un Paris Saint-Germain qui n'a pas été rassurant sur plein d'aspects, à plein de postes, mais qui a telles individualités, qui a un milieu de terrain qui est tellement fort que là, tu es juste obligé de dire chapeau au roi Vitinha, le match est marqué de son empreinte. Plus ça va, plus je me dis que c'est l'année d'Arsenal et c'est évidemment pas cet énorme succès face au Bayern Munich qui va me contredire parce que pour moi le Bayern c'était l'équipe en forme de ce début de saison, ils étaient dans une série d'invincibilité, c'était une équipe qui jouait bien, c'était une équipe qui faisait mal à ses adversaires, qui marquait beaucoup de buts, mais les Gunners n'ont pas tremblé et c'est un succès 3-1 qui est à mettre au crédit d'Arteta mais qui montre aussi beaucoup des grandes forces d'Arsenal. Voici les compos qui étaient alignés et le premier but il vient de Timber qui te rappelle que sur les coups de pied arrêtés, eh bien Arsenal n'a pas d'égal, c'est vraiment une équipe qui est extrêmement forte dans ce domaine. Alors en face, tu as eu une réaction avec un Gnabry intéressant, avec un but du tout jeune Karl, mais finalement derrière, tu as eu une solidité exemplaire d'Arsenal alors que tu n'avais même pas Gabriel et toute la seconde mi-temps a été à mettre au crédit des Gunners. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé au cours de cette rencontre, c'est que tu as eu un Arsenal fabuleux alors que tu n'as même pas eu par exemple un Saka des meilleurs soirs, mais tu as eu un banc qui était hyper intéressant avec Martinelli, avec Madueke, et c'est crucial à dire parce que le banc ça a souvent été quelque chose qui a manqué à Arsenal. T'as des choix de coaching de la part d'Arteta qui font parfaitement sens et finalement tu t'es procuré beaucoup d'occasions au cours de cette rencontre parce que t'étais plus rapide et plus pertinent que le Bayern Munich en transition, et puis au milieu de terrain t'as très bien appliqué la pression avec notamment un match de Declan Rice que j'ai trouvé hyper bon. C'est un match qui est à mettre au crédit d'Arteta, c'est la première défaite du Bayern Munich cette saison si je ne dis pas de bêtises. Arsenal est leader en Première Ligue, Arsenal est leader en Champions League, excusez-moi du peu, les Gunners sont dans une forme étincelante, c'est leur année.
22 buts cette saison pour Kylian Mbappé et un quadruplé face à l'Olympiakos. Alors il fallait bien ça puisque le score final est de 3-4 et la presse n'arrête pas de sortir des statistiques improbables à tel point que l'excellent compte Twitter, chaîne YouTube Remontada a fait une très bonne vanne en caricaturant un peu ce qu'on pouvait voir sortir sur le français et je trouve que ça résume bien la situation, mais attention, respect pour la performance de Mbappé ici. Voici les compos qui étaient alignés et l'autre homme du match qui passe un peu à la trappe parce qu'il y a un quadruplé à côté de lui, c'est Vinicius Junior, double passeur décisif mais surtout extrêmement intéressant au duel. Moi c'est ce que j'attends de Vinicius Junior. Je m'en fous qu'il fasse forcément un match avec du but ou pas, mais j'attends une capacité à déséquilibrer l'adversaire, à provoquer, à dribbler. Eh bien il l'a parfaitement fait au cours de cette rencontre. Le Brésilien signe un de ses meilleurs matchs de la saison et de manière générale il y avait bien besoin d'un grand Mbappé et d'un grand Vinicius Junior parce qu'en défense le Real Madrid se cherche toujours autant. Tu as du bricolage permanent, tu as un manque d'automatisme et franchement il va falloir que Xabi Alonso trouve une solution. Mais ce match je le trouve hyper intéressant parce que pour moi il symbolise bien le contexte Real Madrid autour de Kylian Mbappé, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est extrêmement dominant, on va pas dire le contraire le lendemain d'un quadruplé, mais en même temps il faut voir l'importance de Vinicius Junior au cours de cette rencontre. Pour moi ça aurait pas été plié sans un grand Brésilien, donc finalement aussi fort soit Kylian Mbappé, il a besoin de ses coéquipiers et le match nous le rappelle bien. Troisième match en victoire pour l'AS Monaco et un 2-2, un match nul face au Pafos qui était pourtant un adversaire abordable. Ça fait d'autant plus mal que tu te fais rejoindre à toute fin du match sur un coup de pied arrêté qui mène à un but contre son camp de la part de Salissou. Et franchement, tu peux que ressortir assez dégoûté de cette rencontre. Voici les compositions qui étaient alignées et Radeki a déclaré en fin de match qu'il devait être tueur, peut-être pas être aussi tendre et c'est l'impression que ça laisse en fait. Monaco, c'est une équipe qui s'est bien pressée, c'est une équipe qui pratique un football intéressant, qui a des joueurs qui sont de vrais manieurs de ballon, mais qui a du mal à faire la différence dans sa propre surface et dans la surface adverse. Du côté du Pafos, ça a été un petit peu tout l'inverse, et finalement tu t'es retrouvé avec une équipe adverse qui était peut-être un peu moins talentueuse intrinsèquement, évidemment, mais qui avait du vice, qui avait de l'expérience, qui avait cette capacité à faire mal à l'adversaire. Et Monaco aujourd'hui, ça donne l'impression d'une équipe de boy scout, et ça c'est absolument terrible parce que tu ressors avec un match nul alors que statistiquement c'est quand même toi qui as réussi à dominer la rencontre. Et j'ai quelques déceptions. Ton meilleur joueur c'est ton gardien, ça en dit long. Golovin il est reparti dans son irrégularité et moi j'attendais le retour de Zakaria comme étant un truc déterminant pour l'équipe de Monaco, mais c'est une nouvelle prestation décevante de sa part. Donc j'insiste, Radeki a raison, il faut que Monaco réussisse à être tueur dans les deux surfaces et aujourd'hui on en est encore malheureusement très loin. Mais au fait, il devient quoi Thomas Lemar? Eh bien, c'est un naufrage. Il est prêté du côté de Girona par l'Atlético Madrid et il s'est à nouveau blessé. 3 à 4 semaines d'absence et c'est quand même dramatique pour un joueur qui a l'air d'avoir disparu depuis 2018, parce qu'en 2018 il est transféré à Atlético Madrid, l'AS Monaco le vend pour 70 millions d'euros, c'est une énorme vente, mais c'est justifié parce qu'à ce moment-là en Ligue 1, Thomas Lemar c'est un mec qui est plein d'avenir, qui est un footballeur absolument fabuleux, qui fait partie des joueurs qui comptent en équipe de France mine de rien, et tu te dis que du côté des Colchoneros il va tout exploser, sauf que ça se passe pas comme prévu. En cette saison du côté de l'Atlético Madrid t'as l'impression que tu peux retenir quasiment rien. Alors évidemment il a eu des minutes de jeu, mais je vous ai sorti une statistique qui est assez frappante. En 7 saisons à Atlético, il joue 9259 minutes et en 3 saisons à Monaco, il joue 9277 minutes. Donc il joue plus du côté de Monaco que du côté de l'Atlético. Ça se voit pas en termes de nombre de matchs bruts, mais ce qui compte, c'est les minutes de jeu. Alors évidemment, le grand problème pour Thomas Lemar, c'est pas forcément simplement la question de l'adaptation aux exigences de Diego Simeone, parce qu'il a eu des périodes hyper intéressantes, mais ce sont ses blessures. La liste est sans fin, comme vous pouvez le voir, ça ne lâche vraiment pas le joueur, et moi je lui souhaite vraiment une excellente seconde partie de saison. J'espère qu'il va enfin réussir à trouver un petit peu de régularité physique, parce que le talent, Thomas Lemar il l'a, mais aujourd'hui il a 30 ans, ça fait 7 ans qu'il est en perdition du côté de l'Atlético Madrid, t'as l'impression qu'il passe un peu à côté de la carrière qu'il aurait pu faire, et ça franchement ça me rend triste. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi, je vous avais prévenu hier, mais il n'y aura pas de vidéo, c'est dommage, parce que franchement j'ai plein de sujets à débriefer, mais que voulez-vous, j'ai les rendez-vous qui étaient fixés de longue date, je peux pas m'y soustraire, donc je vous donne rendez-vous demain pour le journal et une vidéo d'analyse. Profitez bien de cet après-midi, reposez-vous, digérez les émotions très nombreuses de ces matchs, allez salut.